Dans cette vidéo, on vous dit tout sur les transmissions automatiques. Vous serez incollable sur le variateur, l'e-clutch et la boîte robotisée à double embrayage. Pour illustrer tout ça, on va même proposer un petit essai du XADV 350, de la CBR 650R e-clutch et de la NT 1100. Enfin, vous verrez que Mika est super intelligent et que moi, je suis une bonne grosse feignasse. Allez, bon film! Aurélien est un gars feignant. Mais attention, là on ne parle pas du gentil oisif. On est plutôt dans la catégorie gros branleur. ChatGPT, tu peux me faire une news sur la nouvelle Hornet 1000, s'il te plaît? Feignasse. Alors évidemment, au sein de son travail, ça crée quelques tensions. Ah, tu vas la photocopier? Tu peux me ramener mon impression, s'il te plaît? Oh, au fait, il vient mon papier, s'il te plaît? Oh, au fait, tu vas aux toilettes, là? Ah non, là, faut que tu te démerdes tout seul. Passionné de moto, Aurélien cherche une nouvelle monture. Mais comme c'est un gros paresseux et qu'il a trop la flemme de passer les vitesses, il cherche une bécane dotée d'une transmission automatique. Et ça tombe bien, car Honda en a quelques-unes en stock. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Alors, je cherche un deux roues, mais faut pas où faut passer les vitesses, un truc automatique, quoi. Bien sûr, suivez-moi à mon bureau. Vous venez? On peut pas aller voir tout de suite les motos, plutôt? Ah ouais, je vois le genre. Je peux vous proposer un 350 ADV, à variateur, pas besoin d'embrayage. Ah bah, super, y a moyen d'essayer? Bien sûr. C'est une clé keyless, même pas besoin de se servir des mains. Wouah! Pas besoin de se servir des mains? Ah, j'adhère. ah ouais, je vois le genre. Du haut de ses 29,2 chevaux et un peu plus de 3 mètres kg, l'ADV 350 est ce qu'on peut appeler un commuteur. En français, ça veut dire un deux roues périurbain. Un scooter très à l'aise en ville et capable occasionnellement d'enquiller quelques dizaines de kilomètres de rocade ou d'autoroute, puisqu'il atteint sans trop de soucis les 130 km. Les petites routes sont un peu moins sa tasse de thé. Entre sa partie cycle légère, ses suspensions un peu molles et ses petites roues, il se révèle plus agile que stable en courbe. Comme la plupart des scooters du marché, l'ADV 350 possède un variateur. C'est sans aucun doute la plus douce et la plus confortable des différentes transmissions existantes. On visse la poignée et la vitesse augmente sans le moindre à-coup. C'est génial côté douceur d'utilisation, un peu moins sympa côté sensation, car les accélérations demeurent feutrées et un poil linéaires. Donc voilà, quelques mots sur cette ADV 350. Je vous expliquerai bien comment fonctionne le Vario, mais franchement, j'ai trop la flemme. Du coup, je vais laisser ça à mon collègue Mika. Allez, ok, comme ça il va se reposer un peu le fatigué. Mais avant de parler du variateur, on va rappeler le principe même d'une transmission. Le but, c'est toujours d'adapter la vitesse de rotation du moteur à la vitesse de la moto. Et pour ça, on utilise toujours une démultiplication. À moto, on utilise une boîte de vitesse, avec des pignons engrenés directement entre eux. Sur le premier rapport, par exemple, c'est un petit pignon qui entraîne un grand pignon. Ce grand pignon tourne moins vite, mais il transmet plus de couple. Et c'est la même chose pour une transmission finale de moto, sauf qu'on relie les pignons avec une chaîne. Et sur un scooter, c'est encore la même chose, mais on remplace les pignons par des poulies et la chaîne par une courroie. On appelle cet ensemble un variateur, ou encore une transmission à variation continue. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse de la moto et du vélo, il n'y a pas un nombre limité de pignons, mais une variation continue du diamètre des poulies. Comment ça marche concrètement? Les poulies sont constituées de deux flasques qui peuvent s'espacer l'une de l'autre. Au ralenti, la poulie du moteur a ses flasques le plus espacées, et la poulie de la roue arrière a ses flasques maintenues au plus proche, par un ressort. On a donc bien une grosse démultiplication. Quand le régime moteur augmente, la force centrifuge va écarter des galets qui sont logés dans une flasque de la poulie du moteur. Et en s'écartant, les galets vont aussi générer une pression sur les flasques pour les rapprocher l'une de l'autre, ce qui va augmenter le diamètre de la poulie. Dans le même temps, comme la courroie n'est pas extensible, les flasques de la poulie arrière vont s'écarter et son diamètre va diminuer. On arrive donc à faire diminuer de façon continue et progressive le rapport de démultiplication entre le moteur et la roue arrière. Et tout ça de façon purement mécanique, en comptant uniquement sur la force centrifuge et le choix minutieux des galets et du ressort. A noter qu'il est aussi possible de commander électroniquement l'écartement des flasques,
C'est ce que Honda a déjà fait en 2005 sur son Forza 250, ainsi que Suzuki sur son Burgman 650. Alors ça devient plus complexe, mais ça permet de proposer différents modes avec des accélérations plus ou moins vives. Et ça permet aussi de simuler des rapports de boîte de vitesse, comme sur une moto, notamment pour jouer avec le frein moteur. A noter aussi qu'Honda a déjà exploré une autre solution dans la famille des transmissions à variation continue. C'était en 2008 avec le DN01, une sorte d'hybride entre moto et scooter qui était équipé d'une transmission hydraulique baptisée HFT, pour Human Friendly Transmission. Il s'agissait en réalité d'une pompe hydraulique à piston axiaux avec des plateaux inclinés dont la variation d'angle permet une variation continue de la démultiplication, ainsi que plusieurs modes possibles. Alors, ça vous a plu? Ouais, c'est pas mal. C'est quand même un peu mou, puis moi je voudrais une vraie moto, quoi. Alors ça tombe bien, on a la nouvelle CBR 650R e-clutch. Je vais vous la montrer. Et voilà. Ah ouais, mais attendez, il y a un levier d'embrayage là. Ah oui, mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Ok. Je vous propose un petit café pendant qu'on prépare le véhicule d'essai. Un café? Vous êtes malade? Ah ouais, je vois le genre. L'e-clutch, c'est la grosse innovation proposée par Honda cette année. L'idée est de conserver l'usage du sélecteur, mais d'abandonner complètement celui du levier gauche. Enfin, si on le souhaite, car on peut à tout moment se servir de l'embrayage qui reste efficient. À l'arrêt, il suffit de claquer la première, puis d'accélérer et la moto avance. Même chose au feu ou à un stop. On arrive, on rétrograde, on s'arrête, on repasse la première et on repart sans avoir besoin de toucher à l'embrayage. Vous imaginerez facilement les avantages d'un tel système en vie. Sur petite route, l'e-clutch se rapproche de l'usage d'un shifter traditionnel. Un truc un peu sportif quoi. Ce qui colle plutôt bien avec le caractère assez bouillant de la CBR 650R, dont le 4 cylindres en ligne de 95 chevaux ne demande qu'à être cravaché. Sans compter que la partie cycle et le freinage costaud encaissent sans problème une conduite, disons, un peu soutenue. Bon, Mika, je te laisse gérer, quoi. Côté technique, e-clutch, machin, tout ça, quoi. Hein. Encore une fois, on va déjà rappeler le principe même d'un embrayage sur une moto. Le but premier, c'est de pouvoir désaccoupler le moteur et la roue arrière quand on en a besoin. Un exemple évident, c'est à l'arrêt. Le moteur doit pouvoir tourner à son régime de ralenti, alors que la roue arrière ne tourne pas du tout. L'embrayage de moto classique est donc constitué de plusieurs disques. Certains solidaires du moteur via une cloche d'embrayage, les autres solidaires de la noix d'embrayage qui est directement reliée à l'arbre primaire de boîte, et donc à la roue arrière. Le couple du moteur est transmis de la cloche à la noix si les disques sont pressés les uns contre les autres. Et cette pression est fournie par des ressorts. Pour débrayer, et donc pour désaccoupler le moteur de la roue arrière, il suffit de combattre la pression des ressorts. C'est exactement ce qu'on fait en tirant sur le levier de gauche. Et pour faire tout ça de façon progressive et sans à-coups, ça réclame de l'expérience et un peu de doigté. L'e-clutch, ça permet tout simplement de remplacer votre doigté par de l'électronique. Enfin, pas vraiment remplacer d'ailleurs. L'e-clutch superpose une couche d'électronique. On conserve le levier, le câble et la tige d'embrayage, mais on ajoute une paire de moteurs électriques qui vont actionner la tige d'embrayage via plusieurs démultiplications. Toutes les phases de débrayage et d'embrayage peuvent désormais être finement pilotées par une centrale électronique, elle-même renseignée par de nombreux capteurs, comme ceux pour les vitesses des roues avant et arrière, la vitesse de l'arbre primaire de boîte, le rapport engagé, le régime moteur ou encore la position des papillons d'admission. L'intérêt du système est évident pour les démarrages depuis l'arrêt. Mais il fonctionne aussi quand on passe les rapports, en combinaison avec un shifter, parce qu'à chaque montée ou rétrogradage, l'embrayage va légèrement patiner de façon contrôlée pour limiter les chocs de transmission. Le shifter va donc fonctionner de façon plus douce, quel que soit le régime moteur. Pour l'anecdote, bien avant l'e-clutch, Honda s'était déjà distingué au niveau des embrayages de moto. C'était en 1975 avec la CB750 Honda-Matic qui n'avait pas d'embrayage mais un convertisseur de couple, soit exactement ce qu'on retrouve dans une boîte automatique de voiture. Il s'agit en réalité d'un ensemble hydraulique avec une pompe entraînée par le moteur, une turbine reliée à l'arbre de boîte et un stator entre les deux. Comme il n'y a pas de liaison mécanique directe, le moteur et la roue arrière sont naturellement désaccouplés à l'arrêt, la pompe ne faisant que brasser de l'huile. Et en phase d'accélération, le stator multiplie le couple fourni par le moteur, ce qui permet de se contenter seulement de 2 rapports sur cette moto.
Alors? Ah bah pour le côté moto, nickel, hein. Et pour la main, pareil. Mais on va encore servir du sélecteur. Je suis épuisé de la cheville. moi. Voilà, attends, celle-là, c'est chaud, là. Et sinon, le DCT, vous connaissez? Voilà la NT1100 DCT. Donc, pas d'embrayage, boîte robotisée et pas de sélecteur. Ah bah ça a l'air super. Par contre, elle est sur la béquille centrale, là. Et alors? Ah ouais, ok, je vois le genre. Le DCT, on le retrouve sur pas mal de Honda. Du custom CMX à la grosse Goldwing, en passant par la NC 750 et l'Africa Twin. Ici, on teste la NT 1100, une bonne routière qui offre une position de conduite cool, une excellente protection, une autonomie de chameau, mais dont la selle aurait pu être un poil plus moelleuse. La transmission par Dual Clutch Transmission colle parfaitement avec ce genre de machine dédiée avant tout au tourisme et au voyage. On profite d'une conduite apaisée, l'esprit libéré de l'usage d'une boîte mécanique, et on peut se concentrer pleinement sur la route et les paysages. Si on hausse le rythme, le système s'adaptera en un clin d'œil, en passant et en descendant les rapports plus haut dans les tours. Il le fait avec tellement d'efficacité qu'on a parfois l'impression que l'algorithme lit dans vos pensées. A noter que plusieurs modes de conduite sont disponibles. Et si le DCT apporte du confort et augmente la durée de vie du kitchen, il se révèle toutefois assez sensible à l'usure et à la tension de celle-ci. Pour ne pas changer, on va faire un petit détour avant de s'attaquer au DCT. Juste pour rappeler un petit détail dans le fonctionnement d'une boîte de vitesse classique de moto. Le fait que, pour pouvoir changer de rapport, il faut soulager les crabots. Les crabots sont des sortes de créneaux de château fort et ils sont placés sur les flancs des pignons de boîte. C'est eux qui connectent deux pignons entre eux quand on en fait coulisser un via les fourchettes de sélection. Et une fois engagés, impossible de séparer les pignons tant qu'ils sont soumis à un couple. C'est justement à cause des frottements qui existent au niveau des crabots. La seule solution pour changer de rapport, c'est d'interrompre momentanément le couple qui existe entre les crabots. On parle aussi de rupture de charge, et on peut y arriver tout simplement en débrayant. Mais on peut aussi passer les rapports à la volée, en coupant brièvement les gaz pour monter un rapport, ou en mettant un petit coup de gaz pour rétrograder. Qu'on fasse ça à la mano ou grâce à un shifter, le principe reste le même. On perd toujours un peu de temps, et il y a une rupture de charge, avec un à-coup inévitable. Et c'est là qu'intervient le DCT, avec des changements de rapport à la fois plus rapides et plus doux. Sur le principe de fonctionnement, c'est plutôt simple. On sépare les rapports pairs des rapports impairs. Ainsi, les pignons des rapports 1, 3 et 5 sont liés à un arbre primaire associé à un embrayage. Et les pignons des rapports 2, 4 et 6 sont liés à un autre arbre primaire, lui aussi associé à son propre embrayage. On peut donc désormais engager deux rapports en même temps, par exemple la deuxième et la troisième. Mais évidemment, seul l'un des deux rapports est vraiment actif, avec l'embrayage fermé. L'autre rapport reste inactif, avec l'embrayage ouvert. Et donc maintenant, le changement de rapport se résume uniquement à un passage de relais entre les deux embrayages. Et avec une électronique assez fine, ça peut être à la fois ultra rapide et ultra doux, en jouant sur le patinage des embrayages pour lisser les à-coups et réduire à néant la rupture de charge. Alors évidemment, si le système est simple sur le principe, c'est plus complexe en pratique. Les deux arbres primaires sont déjà concentriques. Les deux embrayages sont contrôlés hydrauliquement par deux valves solénoïdes qui sont alimentées par leur propre pompe à huile. Et puis, il faut toujours bouger les pignons avec les fourchettes, ce qui est pris en charge par un moteur électrique. Le tout recouvert d'une bonne couche d'électronique pour que toutes les opérations se passent bien, mais aussi pour offrir plusieurs modes automatiques efficaces, sachant que le pilote peut toujours intervenir à n'importe quel moment avec les gâchettes. Et puisqu'on parle d'une transmission rapide comme l'éclair, on est obligé d'évoquer la boîte seamless utilisée en MotoGP. C'est justement Honda qui l'a introduite en 2011 et tout est dit dans le nom. Seamless, ça veut dire sans interruption. L'idée est donc de changer de rapport sans aucune rupture de charge. Et tout ça avec un seul embrayage et de façon entièrement mécanique, à l'inverse de la boîte DCT. En fait, c'est même l'engagement du rapport suivant qui va permettre de désengager le rapport précédent. Bon, c'est vrai que le principe n'est pas évident à saisir comme ça, et c'est encore plus complexe dans la réalisation. À tel point que pour le moment, à part les pilotes de MotoGP, personne n'y a jamais goûté. Et surtout pas notre feignant. Alors? Ah bah le DCT, ça marche nickel. Hein. Et la moto, confortable et tout, elle protège bien. Mais bon, faut encore accélérer, tourner le guidon, freiner. Ah ouais, je vois vraiment bien le genre. J'ai peut-être une solution pour vous, mais ça va vous coûter très très cher. Ah bah voilà, nickel, la meilleure solution pour rouler sans rien foutre. On y va. Attends. Ah bah merde. Bonjour. Ça va
Vas-y, c'est à toi. Et je te redis. Je vais vous faire voir ce qu'on peut vous proposer. Bon.